chère Faïka, chères toutes et tous, invités, marhabikom et bienvenue à l'Institut français de Tunisie. Je suis très heureuse et très fière de pouvoir vous accueillir ce soir en cette belle journée de printemps pour lancer notre événement organisé avec l'ambassade du Sénégal. Et c'est à Madame l'ambassadeur que nous devons ce très beau titre qui a inspiré la construction de cette semaine de scène ouverte aux idées et aux artistes francophones, sous le titre « Quelle humanité pour demain ?» dans le cadre évidemment de ce mois de la francophonie. Ce titre, elle vous dira d'où il vient, je la laisse le dévoiler. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur André Parent, de sa présence. Et je l'invite à prendre la parole en ce mois de la francophonie qui prépare donc l'accueil en novembre prochain du sommet de la francophonie que la Tunisie accueillera à Djerba. À vous, Monsieur l'ambassadeur. On peut enlever le masque? Bon, on a le droit d'enlever le masque quand on parle, c'est une bonne nouvelle. Merci Sophie d'abord. Madame l'ambassadrice du Sénégal, chère Ramatoulaye Bafaye, avec qui nous ouvrons cette séance conjointe, Monsieur l'ambassadeur du Canada, qui est également partenaire, enfin l'ambassade du Canada est également partenaire de cette semaine, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, Madame l'ambassadrice du Mali, j'espère que je n'ai oublié, enfin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous souhaiter, au nom de l'ambassade, au nom de l'Institut français, la bienvenue pour l'ouverture de cette semaine culturelle francophone organisée en partenariat entre l'Institut français de Tunisie et l'ambassade du Sénégal, autour du thème francophonie, quelle humanité pour demain. Vaste programme, mais j'espère que les débats et discussions qui auront lieu tout au long de cette semaine permettront de répondre à la question. Comme Sophie Renaud vient de le dire, cette année est particulière pour la francophonie en Tunisie. Ce pays accueillera en effet en novembre, comme nous le savons tous, à Djerba, le sommet de la francophonie au quotidien, mais également avec des événements comme celui que nous ouvrons ce soir. Nous avons tous un rôle important à jouer pour animer cette francophonie qui nous rassemble et qui se déploie dans tous les domaines. Je voudrais, Madame l'ambassadeur ou Madame l'ambassadrice, je ne sais pas, vous choisirez, remercier l'ambassade du Sénégal d'avoir été à l'initiative de ce festival qui va se dérouler pendant une semaine à l'Institut français de Tunis, mais également à la Cité de la Culture, à l'Université de la Manouba et au Théâtre d'El Harma. Je salue également la présence de personnalités sénégalaises, comme le professeur et critique de cinéma Magaye Kassé, ou encore l'écrivaine Aïda Diop, qui participera à la table ronde sur les femmes libres penseuses. J'ai, comme vous le savez peut-être, eu le privilège de représenter la France au Sénégal il y a une quinzaine d'années, et j'en ai conçu pour votre beau pays une affection que le temps n'efface pas et n'effacera pas. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Dans l'immédiat, je voudrais aussi remercier toutes les équipes qui ont contribué à construire ce très riche programme francophone qui combine des tables rondes avec des artistes et des personnalités marquantes venant de l'ensemble des pays francophones, des films, des lectures et des performances. La francophonie est un moyen privilégié de réunir différentes thématiques, la langue, la culture, l'économie, la création, la jeunesse, dans un esprit de partage et de diversité. Un hommage particulier sera rendu demain soir à Léopold Sédar Senghor et à Habib Bourguiba au cours d'une nuit de la lecture ici à l'Institut français de Tunis autour de textes en français, en arabe et en wolof. Cet événement s'inscrit dans la philosophie des pères fondateurs de la francophonie, à savoir faire de la langue française un vecteur de solidarité, de développement et de rapprochement entre les peuples. La francophonie permet l'épanouissement de la diversité, elle encourage le multilinguisme et œuvre pour la modernité. C'est aussi un espace de liberté qui donne à la parole féminine toute la place qu'elle mérite. Des femmes écrivaines ou artistes pensent le monde différemment et le font savoir. Elles seront à l'honneur cette semaine avec notamment une table ronde autour des libres penseuses le 31 mars.
La diversité des expressions francophones et des champs disciplinaires s'illustrera avec le spectacle multiple, le 2 avril à la Cité de la Culture, organisé avec le soutien de l'ambassade du Canada et qui clôturera cette séquence. Ce spectacle réunira sur un même plateau le chorégraphe du Burkina Faso, Salia Sanou, l'écrivaine canadienne Nancy Houston, la grande dame de la danse contemporaine africaine Germaine Akoni, fondatrice de la mythique École des Sables au Sénégal avec Maurice Béjart, et le musicien français Bab X. Ce sera évidemment un grand plaisir de vous y retrouver. Pour finir, je pense que nous ne serons jamais trop nombreux pour réfléchir à cette question qui est au cœur de cette première table ronde et que nous vous devons, si je comprends bien, Madame l'ambassadrice. Quelle humanité pour demain? C'est une question fondamentale dans l'histoire de l'humanité que les hommes doivent se poser et les femmes doivent se poser depuis la nuit des temps. Elle connaît aujourd'hui un écho particulier dans le contexte des bouleversements induits par la crise sanitaire, les problématiques technologiques, de solidarité, d'engagement, de vivre ensemble, ou encore les interrogations sur la place, le rôle de l'artiste seront au cœur de nos échanges. Et je suis très heureux que nous puissions nous retrouver, si je puis dire, en chair et en os et en toute convivialité pour y réfléchir ensemble. Voilà, ces moments que nous vivons actuellement sont des moments précieux. Toute cette semaine, nous aurons le plaisir d'accueillir et d'assister à des spectacles en direct, en présentiel, comme on dit en mauvais français. Nous conclurons les débats de ce soir avec le concert du musicien sénégalais Alioune Wade et de son trio. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous chaleureusement la bienvenue à l'Institut français de Tunisie pour l'ouverture de cette semaine francophone et je vous souhaite également une excellente soirée. Je crois, Madame l'ambassadeur, que je dois maintenant vous inviter à prendre la parole. Voilà. Monsieur Sophie d'abord, une sœur et une amie. Je vais me mettre à côté. D'accord. Bon, là je crois que c'est bien. Pour les gens qui nous suivent à distance. Tout à fait. Tout est aussi tout à fait. Et retransmis sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sophie. Alors, Monsieur l'ambassadeur, cher André, Madame la représentante du ministère des Affaires culturelles, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le devinez, c'est des sentiments de reconnaissance, honneur, plaisir et fierté qui m'animent aujourd'hui face à un auditoire aussi riche. Et cet auditoire qui est là également pour partager des moments d'expression intellectuelle et culturelle, voire universelle. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de présidente du GAF, qui est le groupe des ambassadeurs francophones, et en collaboration avec l'Institut français de Tunisie, sous la houlette de mon homologue, son Excellence, Monsieur André Parent, ambassadeur de France en Tunisie, que je voudrais solennellement remercier. Nous avons initié cet événement autour du thème « Quelle humanité pour demain ?» Sans doute, vous voyez à quel point un tel thème est d'une pertinence, vu les défis qui nous interpellent, mais au regard du contexte actuel avec cette pandémie du Covid. Devons-nous repenser notre mode de vie et au sortir, je le souhaite vivement, de cette pandémie, quelle approche devons-nous avoir par rapport à notre moi, mais par rapport aux autres? Je laisse bien sûr les panélistes qui sont mieux outillés que moi pour en discuter, en débattre et bien sûr peut-être faire de telle sorte que nous qui regardons tout cela avec un œil profane, que nous puissions en tirer les enseignements qu'il faut et avancer vers d'autres horizons plus meilleurs. En effet, c'est dans le cadre du mois de la francophonie et en prélude à la 18e édition du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie qu'il faut inscrire les événements d'aujourd'hui,
qui se présente comme occasion pour le Sénégal de partager la richesse et la diversité de sa culture, tel que le poète président, chantre de la négritude, du dialogue des cultures et de la civilisation de l'universel, en avait rappelé la singularité, mais également ses traits caractéristiques. Qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour rappeler le lien séculaire qui unit fort heureusement le Sénégal et la Tunisie. Nos deux États entretiennent des relations anciennes et multiformes qui ont acquis leur lettre de noblesse sous les magistères des pères fondateurs que nous ne manquerons pas de rendre hommage demain, Inch'Allah, les présidents, je veux dire les présidents Senghor et Bourguiba, qui entretenaient des relations fraternelles. Avec certains de leurs pères, il avait compris que l'Afrique profitera de la richesse de la francophonie, la langue française qui nous unit, et qui constitue, selon le poète Ibrahim Hassen, vous m'excusez de citer que des Sénégalais aujourd'hui, qui dans son exposé Tunisie-Sénégal, Bourguiba-Senghor et la francophonie, je le cite, le ciment de la solidarité qui permet à une communauté des peuples de communiquer sans intermédiaire, de se comprendre sans malentendu et de s'entendre dans ses différences. Fin de citation. Pour vous dire, comme l'a si bien rappelé Monsieur l'ambassadeur, en parlant de la francophonie, certes le lien, le français est là, mais ça va au-delà de cette langue que nous avons en partage et que nous chérissons. Depuis, la francophonie est devenue un partenaire de choix, notamment pour la circulation, la création artistique et la production littéraire des pays francophones entre le Nord et le Sud. Mesdames et messieurs, le Sénégal est un pays multiculturel. Il regorge d'une diversité ethnique, religieuse et artistique, conservée et vivifiée par des hommes et des femmes passionnés, tolérants et solidaires, issus de milieux divers, notamment le président Léopold Sédar Senghor, le professeur Cheikh Anta Diop, le président Abdoulaye Wade. Et lorsque je veux parler du monde de l'art, je ne saurais ignorer M. Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor, à qui je n'ai fait qu'emprunter le thème qui nous réunit tous aujourd'hui, quelle humanité pour demain. Lorsqu'il s'agira du cinéma, je citerai Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Alain Gomis, etc. et Mati Diop. De la religion, nous avons des références, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, pour ne citer que cela. Il me plaît de souligner le legs d'une culture intellectuelle issue de nos devanciers, à l'image du poète président Léopold Sédar Senghor et de ses contemporains, qui ont apporté leur contribution aux enjeux africains de l'heure, la négritude, la civilisation noire, et défendu des valeurs communes véhiculées à travers une langue, le français, et sous la coupole d'une entité dénommée la francophonie. Cet héritage est encore vivant dans la conscience d'une nouvelle génération de Sénégalais afro-optimiste qui a bien repris le flambeau. Et pour ce faire, je citerai Fatou Diom et Philouine Sarr, Ismaïla Badji, Madame Diop Aïda, ici présente, et qui font la fierté de notre pays et également de tout un continent. Mesdames et messieurs, j'ose espérer qu'avec les différentes prestations que Monsieur l'ambassadeur n'a pas manqué de dérouler, la semaine que nous aurons montreront les valeurs de civilisation universelle qui rythment le quotidien et qui favorisent également le partage, l'échange multiculturel. Vous me permettez de finir mon propos en remerciant toutes ces sommités qui ont rendu possible ce rendez-vous, avec une mention particulière à l'équipe de l'Institut français de la Tunisie. Je voudrais également, si vous me le permettez, comme vous le savez, notre doyen, l'ambassadeur du Cameroun, Victor Loé, est en partance et je voudrais lui rendre un hommage mérité. Lui qui m'a accueilli dans ce pays, frère, et facilité la collaboration entre les missions diplomatiques et consulaires présentes ici en Tunisie dans une parfaite symbiose. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un agréable moment. Et je le rappelle, c'est une semaine du 26 jusqu'au 2 avril. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame, Monsieur l'ambassadeur.
Je voudrais aussi saluer, entre-temps est arrivée la représentante de l'OIF en Tunisie, et je voudrais aussi vous saluer et vous remercier de votre présence avec nous. Alors la soirée va se passer en 2 temps. Je vais dans quelques instants passer la parole à Amel Smaoui, journaliste que vous connaissez, je pense, bien toutes et tous. Je me réjouis de l'accueillir de nouveau ici et je la remercie d'animer cette table ronde d'ouverture. Je salue tous les participants qu'elle présentera. Yamen Manaï, Cyrine Ganoun, Paul-Laurent Niobé-Lipo, Sami Baloudji, qui sera à distance avec nous, mais un ami et un artiste, un immense artiste que j'ai plaisir à avoir avec nous ce soir, Magaye Kassé. Et je voudrais aussi excuser Antoine Minungu, qui n'a pas pu se joindre et ne pourra pas nous rejoindre pour cet échange, mais pour lequel nous avons une pensée vraiment ce soir. Après la table ronde, nous accueillerons le concert d'Alioune Ouad en version trio, avec ses musiciens venus de Serbie, Nenad Gagin, et de Cuba, Inor Sotolongo, et un invité spécial, le grand musicien Imed Alibi de Tunisie. Ce sera un grand plaisir, cher Imed, de te voir sur scène ce soir. Je terminerai en vous disant très simplement que c'est le premier événement depuis une année où nous accueillons de nouveau des invités venus d'ailleurs, arrivés par des avions que nous sommes allés chercher à l'aéroport. Ça paraît assez bête, mais c'est une forme de fête, en tout cas pour nous ce soir. On le fait dans un cadre et avec un protocole sanitaire, je pense, qui ne nous permet pas de prendre, enfin, qui évite que nous prenions des risques. Mais c'est important, c'est aussi important de pouvoir poursuivre tout ça. Donc merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui vont aussi se joindre à nous dans quelques moments, à la fois pour la table ronde et puis après pour ce concert. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Amel Smaoui qui doit être pas très loin. Je ne sais pas où elle est. Ah, bah voilà, chère Amel. À toi avec tes invités. Voilà. Je sais pas. Merci beaucoup Sophie, bonsoir, merci à tous. Vos Excellences, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, véritable joie pour moi d'être là, comme le disait Madame Renaud. Je t'en prie, Yémen. Quel bonheur d'être réunis pour de vrai, en présentiel, comme vous avez dit, Monsieur l'Ambassadeur. C'est un mot qui devient très à la mode. Je tiens à préciser, Monsieur Kassé, je vous en prie. Une table ronde vraiment exceptionnelle, de par la qualité des invités de ce soir. Ce sont des sommités dans des domaines très, très différents et je vais vous les présenter un par un. Merci à tous d'être là. Quel bonheur et quel plaisir de revivre. On commence, honneur aux dames, par Cyrine Ganoun. Cyrine Ganoun, directrice du théâtre El Hamra et du Centre arabo-africain de formation et de recherche théâtrale de Tunisie. Cyrine également actrice, metteuse en scène et femme formidable. Il y a un dicton en Tunisie, on dit Nisse obiledi, nisse onwanos. Donc la parité est respectée, 2 femmes, une femme vaut une femme et demie. Donc nous valons 3 personnes. Donc tout va bien. Je vais également saluer Yemen Manaï, auteur tunisien. Et franchement, je commence par ça parce que c'est tellement impressionnant. Pour ceux qui lisent beaucoup, vous savez que le New York Times, chaque année, publie la liste des 20 livres à lire. Eh bien, sachez que ce jeune homme à côté de moi fait partie de la liste des livres à lire pour l'année 2021, à côté de Marguerite Duras et autres. Et ça, c'est plus qu'une fierté nationale, c'est une fierté africaine. Je continue par Paul-Laurent Niobé-Lipo du Cameroun. Bonsoir, Paul. Paul est étudiant, enfin l'a été, il a vécu en Tunisie 7 ans à Sfax et face à ce qu'il vivait, il ne voulait pas se plaindre, il a voulu proposer des solutions et c'est pourquoi il a créé un incubateur pour aider les jeunes migrants à s'intégrer, à comprendre et à leur faciliter la tâche et cet incubateur s'appelle Koufania. Enfin, Monsieur Kassé, quel plaisir et quel honneur de vous avoir. On parle de vous comme un monument au Sénégal. J'ai vu plusieurs interviews et c'est vraiment, vous avez contribué à travers vos travaux universitaires, vos encadrements, à vraiment participer à cette nouvelle élite sénégalaise. Les temps sont durs, mais
vous êtes au contact quotidien de cette jeunesse et vous avez un rapport particulier avec cette exposition qui a inspiré le nom de ce cycle, Quelle humanité, quel avenir pour l'humanité. Et enfin, il n'est pas parmi nous, mais merci de l'applaudir parce qu'il nous suit et il est là et on va l'écouter autant que les autres. C'est une star dans son domaine, Sami Baloji, plasticien et artiste visuel, directeur de la Biennale Picha de Lubumbashi. Il est en direct de Bruxelles. Bonsoir Sami. Bonsoir. Bonsoir Amel. Voilà. La discussion va être vraiment spontanée. Je pense qu'on a besoin de quelque chose de vrai, de sincère. Et je vais vous parler de l'interaction la plus édifiante quand j'ai préparé cette table ronde. Ça a été avec Paul. On s'est eu au téléphone et j'ai dit à Paul, voilà, on va parler du sujet. Donc, vous connaissez l'intitulé, « Quelle humanité pour demain ?» Et Paul me répond à la question « Quelle humanité pour demain ?» Mais de quelle humanité parlez-vous? Est-ce que toutes les humanités se valent? Est-ce que les humains ont la même valeur? En écho Black Lives Matter et tout ce qui se passe, est-ce qu'un humain africain vaut un humain européen? Je répète vos mots et ils m'ont vraiment frappé parce que je partage cette préoccupation, Paul. Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur pour moi qui, pendant 7 ans, ai eu à rencontrer tout type de population et surtout parce que j'ai toujours rêvé de ne pas naître et mourir dans le même endroit. Et voilà pourquoi, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'ai décidé de faire mes études à l'étranger. Parce que notre continent, il est rempli de richesses et j'ai voulu rester en Afrique, très clairement. Et c'est pour cela que mon choix a été destiné pour la Tunisie. Arrivé en Tunisie, j'ai fait face à un ensemble de problématiques. L'idée pour moi ici n'est pas de faire pleurer les chaumières, mais je me rappellerai toujours de ce mail que j'ai envoyé à mon papa en disant « Avant, je pensais que j'étais un homme, aujourd'hui, je sais que je suis un noir. » J'ai pris conscience en Tunisie du regard qui était porté sur ma personne. Et à travers cette prise de conscience, j'ai compris aussi qu'il y avait un rôle à jouer. Il y avait un travail à faire. Et je prendrai ces mots d'un écrivain français antillais qui a vécu au Maghreb, Franck Fanon, qui disait que chaque génération a le devoir de choisir son rôle, défendre, l'accomplir ou bien passer à autre chose. Et pour moi, je pensais qu'il y avait un rôle à jouer pour nous, ici. Ici en Tunisie, qui fait partie de l'Afrique et qui, demain, va aussi voir venir d'autres jeunesses comme nous qui voulons découvrir toute l'étendue de notre territoire, car d'ici 2050, l'Afrique va connaître 2 à 3 milliards de population. La migration fera partie de son histoire. Et comment est-ce qu'on devra encadrer cette migration? Voilà pourquoi on a monté le projet Koufania, parce que déjà, beaucoup de jeunes avaient l'impression de ne pas être intégrés, de ne pas faire partie du décor, d'avoir la possibilité d'avoir un espace, un endroit où leur savoir-faire, leur savoir-être pourrait être exprimé et ainsi être jugulé avec d'autres personnes. Lorsque je t'ai fait savoir que de quelle humanité parlons-nous? Nous sommes en 2021. Mais encore en 2017, nous avons tous découvert cet article de CNN qui montrait que avec juste 460 €, on pouvait s'acheter un migrant costaud pour les travaux champêtres. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bien que cette question n'amène pas à devoir avoir une réponse statique, je pense que l'humanité de demain est celle qui doit reprendre ses lettres de noblesse. Et je reviens là
au premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. Malheureusement, aujourd'hui, tous les hommes ne sont pas égaux. Et il est question aujourd'hui que l'humanité de demain respecte les engagements qu'elle a pris par le passé. Respecter tout homme doté de conscience et de libre arbitre. Voilà la réponse que je peux apporter. Magnifique. Bravo, Paul. Je rebondis sur le mot passé et je vais vers Samy à Bruxelles. Samy, votre travail consiste beaucoup à marier le passé et le présent. Vous revoyez l'histoire du Congo, vous revisitez, vous mélangez, vous faites des montages et j'ai été frappée dans vos images justement par tous ces contrastes. Passé, présent, richesse, pauvreté, jeunesse, vieillesse. L'humanité dans toute sa splendeur finalement. Merci Annelle. Je tiens vraiment à remercier Sophie Renaud. Pour moi, et pareil pour Valérie Lesbros aussi, parce que c'est des personnes qui m'ont accompagné depuis 2007, qui était ma première participation à la Biennale de Bamako. Et depuis lors, j'ai créé avec un collectif d'artistes à Lubumbashi la Biennale de Lubumbashi. Et l'Institut français m'a toujours accompagné. Et voilà, et cette participation, c'est aussi pour une manière de leur dire merci et de continuer à travailler sur cette forme d'ouverture. Et effectivement, mon travail traite de la question de l'extraction parce que je viens d'une région qui est une région minière, c'est la province du Katanga, qui est la deuxième province de la ville, du Congo et qui se trouve au sud, proche de la Zambie, à la frontière avec la Zambie. Et ces pays australes, en fait, l'ensemble, la Zambie, le Zimbabwe, se trouvent sur ce qu'on appelle le Copper Belt, donc une ceinture d'extraction. Et en soi, cette industrie minière est assez importante et en quelque sorte, elle est même la raison de l'existence de cette province-là ou de la ville de Lubumbashi qui est née autour de l'extraction minière. Et mon travail questionne effectivement l'intérêt de l'extraction et le partage des bénéfices, ou comment effectivement la ville se crée et comment la société ou les sociétés interagissent autour de ces minerais ou autour de cette extraction-là. Mais pour revenir à la question de l'humanité, je trouve que c'est assez complexe de pouvoir l'aborder et encore en regardant un peu tous les panélistes comme nous sommes là, je m'interroge parce que j'estime qu'il est important de travailler plutôt ou de réfléchir sur une forme assez transversale dans le sens qu'on a besoin de plusieurs disciplines et que je vois mal comment en tant qu'artiste ou auteur on peut aborder la question de l'humanité, surtout dans ce monde qui est rempli d'inégalités, comme vient de le dire le premier panéliste. Et encore, même le secteur artistique en Afrique, il ressort presque d'un activisme en quelque sorte. C'est très difficile de pouvoir mener des activités parce que nous ne sommes pas souvent soutenus par nos États. Enfin, après, chaque pays est différent. Je pense qu'au Sénégal ou en Tunisie, je n'ai jamais été, donc je ne pourrais pas parler de ce cas, mais Sophie ou alors Valérie le savent très bien. La biennale que je réalise avec les amis à Lubumbashi n'a jamais été soutenue par l'État congolais. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Mais voilà, donc je pense que la question de l'humanité, elle doit s'aborder sur plusieurs niveaux, à la fois au niveau politique, au niveau social, au niveau de l'économie,
Et donc, ça demande plusieurs engagements, quoi, de sorte à ce qu'on on combine ces connaissances pour penser le futur, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Samy. Je vais vers Cyrine. J'ai eu le plaisir de voir votre dernière pièce en avant-première. Ça s'appelle Cours de chant et c'est 5 destins croisés de femmes autour d'un cours de chant, d'un spectacle de chant qui se prépare. Et c'est vraiment l'humanité sous toutes ses coutures. C'est-à-dire, en 1h30, vous arrivez à condenser le pire et le meilleur de l'humanité. Alors, est-ce un travail d'écriture? Est-ce juste la vie? Comment vous avez réussi à vraiment condenser, c'est le mot, toutes ces facettes de l'homme, de la femme en l'occurrence? Merci beaucoup de revenir justement sur cette expérience qui est encore toute fraîche et c'est un retour, je prends ça comme un retour et qui me fait énormément plaisir, mais je dirais c'est ça le théâtre en fait en vrai. Alors oui, c'est la vie, c'est une préparation, ce genre de spectacle on peut pas les faire en 2-3 mois et c'est la chose qui m'a fait le plus plaisir quand les gens sortent du spectacle, en tout cas ils sont tous d'accord sur quelque chose, ils disent quel travail et ça a sûrement pris beaucoup de temps. Alors oui, c'est un projet qui me travaille depuis 3 ans. Et la préparation a pris plus d'1 an. Alors, pour écrire un texte sur le monde des clubs de chant, qui est un microcosme qui regroupe des femmes, mais l'homme n'est pas très loin. Donc, ça m'a pris à peu près 3 ans, dont 2 de recherche et de rencontres de toutes ces femmes-là, de différentes catégories sociales, de différentes histoires, bien sûr des histoires vraies, et puis de creuser un peu dans nous, qui sommes-nous, quelle humanité on voudrait pour demain, et est-ce que celle qu'on a aujourd'hui, on l'a voulu? Est-ce qu'on l'a souhaité? Est-ce qu'on l'a écrite comme ça? Le rapport qu'ont les hommes et les femmes, c'est un angle de traitement qu'on a vu dans différentes œuvres, en fait, tellement écrit dessus, au théâtre, au cinéma et tout. Ce qui m'intriguait, en fait, c'était de revenir sur l'éducation qu'on donne. Est-ce que, ça aussi, ça a été traité, mais peut-être moins. Est-ce qu'on éduque réellement nos enfants, nos garçons et nos filles de la même manière? Je pense que tout commence là. Et si ça commence là, donc on va impacter forcément l'humanité de demain et forcément tout va se jouer. Quand j'entends encore aujourd'hui en Tunisie ou ailleurs, qu'on le dit d'une manière, on pense anodine à un homme, par exemple un petit garçon, ne pleure pas, t'es un homme. On le dit encore en 2021 et malheureusement ça choque pas beaucoup de monde, alors que je trouve ça très choquant. Ou à une petite fille, je cite encore des exemples pour, je veux pas citer de nom, mais je citerai des exemples. Non, honnêtement non, parce que ça m'a encore choqué. Il y a 2-3 semaines, j'étais sur un plateau télé en train de communiquer sur le spectacle. Je vais pas trop donner d'indices, mais donc, il y avait une présentation d'une autre femme. Moi, je parlais de mon spectacle sur les femmes, et puis une présentation sur un livre sur les femmes. Donc voilà, le discours était très très beau. Donc moi, je parlais que je voulais éviter les tabous, je voulais éviter les clichés, pardon. Donc mon angle de traitement n'est pas d'entrer par les clichés, mais d'aller, comme je vous disais, vers ces rapports mère, donc femme-femme, femme-mère, femme-enfant et tout. Et donc, on m'a donné l'exemple, oui, bien sûr, donc il faut qu'on arrête les clichés, femme à la cuisine, l'homme qui fait le travail. Ok, donc j'étais contente. Et puis, en fin d'émission, donc la dame en question dit, bon, bah, en tout cas, ce livre va être diffusé en audio, et puis la femme, quand elle fait à manger, elle va pouvoir l'entendre. La schizophrénie. En fait, finalement, je pense pas que c'est pas méchant, c'est ancré quelque part. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis finalement l'humanité et pourquoi cette thématique m'a beaucoup parlé, parce que réellement, même si on fait qu'une pièce de théâtre, et comme dit Woody Allen, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un spectacle, mais au final, quelles sont les choses qui font changer cette humanité? Ça commence par là, et pour nous, ce spectacle commence par comment éduque-t-on nos enfants? Que dit-on à nos enfants? Quelle différence faisons-nous pour que demain, il n'y ait plus ces différences qu'on voit et ces clichés qu'on pense combattre tant, mais qui sont quelque part ancrés en nous? Tu me facilites la tâche et vraiment, je te remercie parce que ma question pour professeur Cassé, c'était vraiment
de se dire avec du recul, avoir dédié sa vie à encadrer, éduquer, élever, instruire. J'ai vu une interview où vous dites, moi, je regarde l'élite de mon pays et je me dis, j'ai apporté ma petite pierre à cet édifice. Aujourd'hui, finalement, le moyen le plus efficient de s'assurer une humanité plus belle, n'est-ce pas, de mieux éduquer nos enfants? Alors, merci beaucoup de cette présentation, en quelque sorte, d'une des tâches auxquelles je me suis dédié depuis que je suis à l'université, dans la recherche, dans la science, dans la volonté de croiser les sciences et les disciplines et de former des citoyens de demain, puisque nous recevons des bacheliers et nous donnons à la société des citoyens. Ils doivent être suffisamment armés et outillés, ouverts sur le monde, curieux de la vie pour pouvoir trouver leur place dans ce monde qui n'est pas simple. Je voulais avant tout remercier Madame Renaud de l'Institut culturel français de Tunisie, Madame l'ambassadeur Ramatoulaye Ba, qui a eu l'idée de nous inviter. Et je voulais parler in absentia de l'œuvre d'Abdoulaye Diallo, mais je me rends compte que je suis obligé de switcher et de laisser mon discours, en tout cas ma contribution écrite, pour m'inscrire dans la problématique que vous avez déjà engagée. Donc je vais m'y atteler. Et dire que j'ai été commissaire général de la Biennale des arts contemporains d'Afrique, DAC Art, en 2008. Et quand j'étais commissaire général, j'avais proposé le thème Afrique 2. Miroir, point d'interrogation. Et en 2018, j'ai été le commissaire d'exposition de M. Abdoulaye Diallo, affectueusement appelé le berger de l'île d'Ongor, dans une exposition de la Biennale de 2018 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons prolongé cette exposition de pratiquement 6 à 7 semaines, avec une fréquentation de plus de 4800 visiteurs. Et le thème, c'était « Quelle humanité pour demain ?» Donc, nous sommes partis de la Biennale de 2008, du local au global, puisque nous étions en train de nous interroger sur le devenir de l'humanité par rapport à beaucoup de choses qui sont passées, au moins depuis le début du XXIe siècle. Et la pandémie de la comment on l'appelle, Covid-19, nous a atteint de plein fouet. C'est vraiment un signe de bonne santé. Si vous avez oublié ce maudit nom, voilà, c'est que tout va bien. Et j'ai été ravi de venir puisque je me suis fait tester négatif et je me suis fait vacciner. Ah, on applaudit là, franchement. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui est sécure. Mais cette pandémie est venue quelque part à un moment qui n'est pas inintéressant, pour dire le moins. Elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous a appris d'abord la peur et l'angoisse, que la vie humaine finalement tient à très peu, puisque du jour au lendemain, on peut passer de vie à trépas. On a dit les vieilles personnes. Aujourd'hui, on dit les jeunes sont de plus en plus frappés par la pandémie. Et les scientifiques sont en train de s'interroger sur les raisons pour lesquelles, toute catégorie d'âge confondue, le virus fait des ravages. Elle nous a appris également l'angoisse du lendemain. On ne peut plus faire de projection. Et elle nous a appris aussi à quel point le confinement était quelque chose de terrible, surtout pour des sociétés non ouvertes comme les sociétés africaines. Nous avons l'habitude de nous côtoyer, de nous voir, de discuter, d'échanger. Dans les sociétés occidentales, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les gens se sont rendus compte subitement qu'il était très important de ne pas être confiné, de pouvoir parler à son prochain, de pouvoir échanger. C'est une leçon qu'on doit tirer. On n'en a pas encore tiré toutes les leçons sans aucun doute, mais ça viendra. Cette pandémie nous a permis également de remettre en cause des certitudes et des habitudes. On n'est plus sûr de quoi que ce soit.
Je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, c'est une occasion de repenser le monde, notre rapport à autrui, notre rapport à notre environnement. Beaucoup de conférences se sont tenues depuis qu'on a parlé du réchauffement climatique, de la protection de l'environnement, de la dévastation de ces trésors que l'humanité nous a légués, et nous avons la charge de les conserver et de les transmettre aux futures générations. Aujourd'hui, la planète Terre est menacée. On parle même de catastrophes à venir par rapport à l'accès à l'eau potable. Il faut que nous soyons conscients que cette planète doit être préservée. Il nous faut donc analyser notre monde, réimaginer notre vivre ensemble et combattre les inégalités, les rejets, les guerres, les conflits. Tant que l'humanité ne sera pas ressaisie pour dire que notre humaine condition est de vivre dans une harmonie parfaite avec nos semblables, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de savoir si l'Africain ou l'Asiatique ou l'Européen appartiennent à un même monde. C'est le même monde que nous vivons. Il faut ensuite réarmer et repenser cette humanité-là, redonner l'espoir. Quel est le passage obligé pour redonner l'espoir? C'est d'abord la culture entendue au sens le plus large. Notre être là au monde doit être repensé. Deuxièmement, nous devons axer notre action sur l'éducation. Il faut que les gens soient éduqués. Mais pour être éduqué, il faut avoir accès à la connaissance. Et pour avoir accès à la connaissance, il faut que la science, dans toute son étendue, soit repensée pour servir le monde. Dans l'exposition d'Abdoulaye Diallo, il y a un tableau qui parle des inhumanités contemporaines. La robotique, la loi Moore, la course au profit. Si nous avions réfléchi davantage, si les peuples avaient la possibilité de peser sur la recherche, je suis persuadé qu'on aurait trouvé le vaccin beaucoup plus tôt qu'on ne l'a trouvé après. Je me demande si l'industrie pharmaceutique n'a pas joué là un rôle. Et je termine en disant que si nous voulons repenser l'humanité avec cette question, quelle humanité pour demain? Nous l'avions proposé à Madame l'ambassadeur. Il était prévu de faire une grande exposition de l'artiste Abdoulaye Diallo. Ce n'est que partie remise. Mais en tout état de cause, quelle humanité pour demain en 2008 était prémonitoire de ce qui allait se passer en 2020 et peut-être, on l'espère, pas tout à fait en 2021, mais repenser l'humanité, c'est se poser les bonnes questions. De quelle humanité avons-nous besoin? Avons-nous besoin d'une humanité qui divise? Avons-nous besoin d'une humanité qui est une sorte de grand ensemble multiforme et multidimensionnel dans lequel ensemble, le commun vouloir de vivre ensemble sera le principe directeur à partir desquels on peut éduquer la nouvelle génération pour avoir un avenir beaucoup moins sombre que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Voilà ce que je voulais dire à l'entame de mon propos. J'ai envie d'être étudiante à Dakar, là, et de vous écouter parler pendant des heures. Je comprends pourquoi on parle d'un monument de l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur Kassé. Je reviens vers vous. J'ai d'autres questions. Je veux dire à Sami Balogi qu'on l'oublie pas. Je finis mon petit tour de table et j'ai une autre question pour Céline avant qu'elle nous quitte. J'en arrive à Yémen. Yémen, tu écris. Les arts ont un rôle vraiment important dans justement quelle humanité voulons-nous. À la question d'une journaliste, penses-tu, espères-tu que tes livres peuvent changer la couleur politique ou la direction? Tu réponds non, les livres ne bougent pas les politiques, les livres bougent les peuples et les peuples bougent les politiques. C'est-à-dire que cette humilité de dire non, j'écris des fictions, je n'ai pas la prétention de chambouler une dictature ou autre, mais si j'arrive à toucher 1, 2, 100, ou avec le New York Times, ça va être des millions de lecteurs, c'est ça mon rôle à moi. Oui, je pense que
En fait, j'ai une petite pensée quand tu m'as posé la question. J'ai une petite pensée pour un ami togolais qui est écrivain de langue française qui s'appelle Sami Tchak et que je salue et qui, pour lui, un livre n'a jamais sauvé quelqu'un de la faim. Il dit, pour relativiser l'importance de l'écrivain, parce que il a envie d'être ce personnage modeste et de ne pas trop sacraliser l'acte de l'écriture ou le roman. Il dit qu'un livre n'a jamais sauvé une personne de la faim et qu'un livre ne change pas le monde. Alors, j'ai eu des débats avec lui. Je lui ai dit, en fait, si les livres peuvent changer le monde parce qu'ils peuvent changer des personnes et les personnes font partie du monde. Donc, du coup, quand on cerne des personnes avec des livres, on peut l'ouvrir à la vie, on peut changer ses paradigmes. Et moi, la lecture a fait de moi, avant l'heure, un citoyen du monde. J'étais curieux du monde alors que j'étais un petit enfant de la banlieue sud de Tunis et je lisais des livres qui étaient traduits de toutes les langues en langue arabe, dans ma langue maternelle. Et je me sentais appartenir à tous ces coins du monde que je découvrais avec la littérature. Et j'avais l'impression que la littérature et les arts sont cet espace fédérateur qui nous montre qu'on est des êtres chargés avant tout d'émotions et que l'émotion, on l'éprouve quel que soit l'endroit sur Terre dans lequel nous sommes. Et donc, j'ai la volonté de toucher plutôt des personnes, de les émouvoir, parce que c'est ça le but premier d'un livre, selon moi. Et avec cette émotion, peut-être les sensibiliser à la valeur de l'altérité. Je pense qu'on est dans un monde qui souffre d'un manque d'empathie, que ce soit l'empathie que les hommes peuvent éprouver envers les femmes, que ce soit les blancs envers les noirs, certainement, les forts envers les faibles. En tout cas, on est dans un monde qui manque cruellement d'empathie. Et l'art, il sert à créer, à susciter l'émotion, et il sert justement à nous permettre de passer dans la peau d'un autre, dans la tête d'un autre, dans la psychologie de quelqu'un d'autre. Quand on lit, on peut lire un livre et être dans la peau d'une femme, dans la peau même des fois d'un extraterrestre, d'un animal. Les exemples ne manquent pas, mais en tout cas, on juge pas un personnage de fiction, on l'accompagne et on apprend à travers lui. Rien que par exemple de voir que des gens ont pleuré devant le film E.T., le film des extraterrestres, parce que tout le monde avait envie que E.T. regagne sa maison, alors qu'en fait, c'était juste un truc qui ressemble à pas grand-chose. Mais en tout cas, on peut voir quel est le pouvoir d'une œuvre littéraire, artistique, sur cette empathie qu'on doit éprouver de plus en plus. Et comme on est dans un monde où on a un temps court, un temps de zapping, en fait, on a peut-être de moins en moins le temps de s'inscrire dans la durée et de développer cette empathie. Ensuite, quand j'ai vu le sujet quelle humanité pour demain, j'avoue que ça a accompagné chez moi une réflexion qui est née suite à une lecture qui m'a vraiment bouleversé. C'est un roman qui s'appelle Les Racines du ciel de Romain Gary, donc que je vous recommande vraiment. C'est un chef-d'œuvre. C'est le premier Goncourt de Romain Gary qui a la particularité d'en avoir eu deux. Donc, dans ce livre, il est question de l'humanité qui n'offre pas de place aux autres espèces, pas uniquement aux hommes, mais aux autres espèces du vivant. Donc, c'est vraiment un roman visionnaire parce qu'il est écrit dans les années 50. Il s'intéresse déjà à cette extinction des espèces qu'on voit en Afrique. Là, on parle de la chasse outrancière d'éléphants à l'époque, et en fait, c'est le sujet du livre. Et il y a un des protagonistes dans le livre qui croit que l'être humain n'est pas fini, qu'on est encore en évolution, qu'on est le brouillon d'une meilleure espèce qui certainement va advenir et qui sera certainement plus empathique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de cette façon qu'on s'est développé. C'est qu'avant, par exemple, qu'on développe le langage, on avait très peu de moyens de communiquer avec les autres et de leur expliquer
notre différence, notre altérité, et de leur dire qu'en fait, on veut la paix avec eux. Donc avant, quand vous étiez il y a 100 000 ans, en fait, quand vous étiez un homo habilis ou un homo sapiens, c'est que vous rampez en dehors de votre territoire, parce que vous ne pouviez pas dire à la tribu d'en face que vous venez en paix, vous pouvez recevoir tout de suite un coup de massue, une flèche, et vous êtes fini, vous êtes mort. Mais l'évolution nous a permis de développer le langage. Notre morphologie s'est adaptée pour ce besoin-là, pour articuler du langage, et on a gagné avec l'évolution un moyen de communication avec l'autre pour lui expliquer notre condition, pour susciter de l'empathie. Et peut-être que, en fait, dans les racines du ciel, chez Romain Gary, il dit peut-être qu'un jour, la compassion deviendra un organe, un vrai organe physique, qui va nous permettre de nous réguler, de nous empêcher peut-être d'atteindre l'autre dans son intégrité, de lui faire du mal, parce que on le sent, le cœur, il travaille pour ça aussi. Des fois, quand on fait du mal, on peut avoir un peu mal au cœur. Des fois, ça ne nous empêche pas d'aller jusqu'au bout, mais on sent qu'on a cette prédisposition à l'empathie qui peut être déjà assez physique. Peut-être que d'ici 10 000 ans, d'ici 20 000 ans, l'être humain qui va advenir, l'humanité de demain, sera faite de ce surhomme qui ne sera pas forcément un être avec des extensions technologiques ou des trucs comme ça, mais ça sera un surhomme dans le sens où il sera doté d'un vrai organe de compassion, d'un vrai cœur, qui l'empêchera d'atteindre l'intégrité non seulement de ses semblables, mais de tout ce qui est vivant. C'est négociable, 10 000 ans, on peut pas faire avant. Moi, dans 10 ans, ça m'irait. Franchement, j'aimerais bien croire que l'être de demain, du samedi, du dimanche qui va venir, non, pas sera meilleur. Moi, je veux bien 10 ans, mais 10 000 ans, mais on peut le commencer à un autre niveau. On peut le commencer. Le changement dans le monde, il commence par nous-mêmes. Et donc, si on a envie de développer plus nos capacités d'empathie avant d'attendre 10 000 ans, on peut commencer dès demain, on peut commencer dès après-demain, à prendre le temps d'écouter l'autre. Je suis pleine d'empathie, moi. Là, je t'écoute vraiment je suis à 200% d'empathie. Voilà. Beaucoup d'empathie pour toi qui dois partir. Tes actrices t'attendent. Juste un dernier petit mot. Je me rends compte que tu as les deux casquettes, en fait. Il y a l'artiste qui essaye à travers son œuvre, mais il y a aussi l'éducatrice, puisque la formation des jeunes, l'encadrement, l'entrepreneuriat, les aider, tu es là aussi. Oui, complètement. Et si j'avais à choisir, je pourrais pas, parce que j'aime beaucoup ces deux métiers. C'est vrai que le monde artistique, je suis tombée dans la soupe étant très petite, donc être comédienne, je m'étais jamais posé la question. Je me rappelle pas du tout qu'avec mon père, on a discuté de qu'est-ce que je veux être plus tard. Je me rappelle pas du tout de cette question. Je crois qu'il a eu la réponse avant ma naissance. Par contre, non, le monde du management culturel, les politiques culturelles, l'enseignement, en tout cas, ça c'est vraiment moi et c'est mon choix et je l'ai choisi à un âge assez avancé à Paris en fait, quand je vivais là-bas, je faisais mes études. Donc j'y tiens beaucoup, à l'éducation, à la formation. Aussi, bien entendu, l'école, le Centre arabo-africain de formation, qui avait un espoir aussi de créer un réseau qu'on appelle les Arafa et qui existe aujourd'hui, on en est très fiers. Aujourd'hui, il y a plus de 400 ressortissants de ce centre qui sont partout dans le monde et que chacun d'entre eux qui est passé par le Centre arabo-africain n'en dit que du bien et il a gardé ça comme richesse. Parfois, on peut avoir un cursus de 2-3 ans, mais et moi, j'ai vécu ça aussi dans d'autres écoles. Donc, parfois, une formation de 2-3 semaines peut être beaucoup plus riche et efficace qu'une formation de 2-3 ans. Donc voilà, donc pour nous la formation, l'éducation, le programme, la richesse d'un programme, comment on enseigne, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, c'est ça qui fait l'humanité bien entendu de demain et les hommes et les femmes de demain. Forcément il y a l'éducation du noyau familial qui est très importante et plus j'évolue dans la vie, plus je grandis ou je vieillis, je sais pas, mais je me rends compte de l'importance de certains mots qui ont résonné dans ma tête de la femme que je suis aujourd'hui depuis l'âge de 3, 4, 5 ans, en fait. Et donc là, je me dis, alors comment faire? Est-ce que
qu'est-ce que je peux apporter dans une séance, dans un cours? Est-ce que je peux faire résonner dans la tête de quelqu'un qui a aujourd'hui peut-être 17, 18, 20 ans, peut-être qu'il se rappellera de ça quand il aura 40 ans? Est-ce que c'est rattrapable ou non? Ça, c'est les questions justement que je me pose pour demain, parce que je pense qu'on peut pas dire que c'est trop tard une fois que notre enfance est passée, mais on est impactés tous par du bien et du mal, mais comment aujourd'hui est-on conscient pour raccourcir des chemins et faire en sorte que, quand vous dites, voilà, le monde manque d'empathie complètement, mais je pense même qu'on manque même d'humanité, ou pire encore, on n'est même plus d'accord sur la définition de l'humanité ou de ce qu'on veut demain. Oui, c'est vrai que ce que vous avez dit me touche beaucoup quand vous dites votre œuvre va pas forcément impacter les décisions, on va dire politiques directement, mais c'est le peuple demain qui va faire bouger les choses, certes, mais malheureusement, c'est eux qui font changer les choses en parallèle, en cachette et beaucoup plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit Céline Ganoun. Merci. Bonne chance. Je vous encourage vraiment à aller voir Club de chant au Théâtre El Hamra. C'est une véritable expérience. Merci Céline et bisous à ta merveilleuse équipe. Je reviens vers Samy qui doit s'ennuyer tout seul derrière son écran. Samy, est-ce que tu es là? Oui. Ouais, je suis là. Ouais. Bravo. C'est le prof là qui surveille. Baloudji est présent. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans tout ce que vous avez entendu? De ce qui a été dit avant par... enfin, je sais pas, je pense que à la fois le mot humanité, il peut être beau et représenter plusieurs choses à telle enseigne que ça peut devenir aussi une abstraction en soi. Et à un certain moment, je pense qu'il faut redescendre sur des cas concrets. Partant, par exemple, encore une fois, de Lubumbashi, cette zone industrielle, je pense que, ou encore, je peux dire, il y a ce philosophe congolais du nom de Mudimbe qui a écrit cet ouvrage vers les années 90 qui s'intitule en fait L'invention de l'Afrique. Et en gros, dans cet ouvrage, il parle de tout le principe en fait, qui a été mis en place pour constituer cette Afrique que nous avons aujourd'hui. Mais en tout cas, en termes de frontières, au niveau de la géographie ou au niveau des pays tels que nous les avons aujourd'hui, ce n'est pas une construction venue de l'intérieur. Elle vient d'une imposition. Elle vient de la conférence de Berlin. C'est que, de même, par exemple, la question de la science ou la question des sciences, ou alors la question de la hiérarchie des langues, par exemple, c'est toujours comment, enfin, venant de Lubumbashi, je parle français parce que c'est la langue administrative, parce que c'est la langue de l'État, parce que pour adhérer au statut de l'évolué, il faudrait parler français au détriment des langues locales. Ce qui fait qu'il est quasi impossible de mettre les langues locales en avant ou de théoriser ou alors de converser avec l'extérieur, si ce n'est d'emprunter cette langue qui est proposée, qui vient, qui a été imposée et dont évidemment l'héritage n'est pas partagé en quelque sorte. Donc, il faut comprendre qu'il y a aussi des organisations, si on veut, ou des communautés précoloniales qui s'organisaient d'une certaine manière et qui a été considérée finalement comme étant des juridictions traditionnelles et que les villes s'imposaient sur base des juridictions modernes. La modernité qui vient aussi de tout un état du boom industriel qui a eu aussi des effets sur les communautés européennes. Donc, et on est à la genèse, effectivement, de tous ces dispositifs du capitalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais comment arrivons-nous à traduire toutes ces connaissances dans nos langues locales, ne serait-ce que par rapport à la question de la transmission, ne serait-ce que par rapport à la question
de déconstruire en fait cette relation qu'on peut avoir avec la science selon quel point, par rapport à quel pays on se retrouve ou par rapport à quelle ville, et comment on a accès à la connaissance et comment on a accès au développement. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à mettre à plat, qui sont à considérer avant de pouvoir parler de l'humanité ou même de... Vous entend plus trop, Samy. Merci. Voilà. Samy? Comment? Non, non, vous entendez plus trop sur la fin. Je vous laisse finir votre propos. Ouais, ben, je crois que, voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur des cas concrets et voir comment les aborder. Voilà. Merci. Alors, dans le même sens, Paul, une autre phrase lors de notre entretien préparatoire, on a beaucoup parlé d'éducation comme vecteur d'humanité, mais vous dites, pour moi, jeune entrepreneur, jeune homme qui a la vie devant lui, l'école n'est plus un ascenseur social. Effectivement, je pense que... OK. Quand on parle d'humanité, parce que tout le monde a posé ce manque d'empathie, et je pense ce qui me fait lier un peu tout cela aujourd'hui, c'est en fait, on va dire une absence de main tendue. Et par le passé, l'éducation était cette main tendue. L'accès au savoir, à une nouvelle société, à la possibilité de changement. Et je pense que ce qui nous réunit ici, nous tous aussi, ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, que ce soit des représentants diplomatiques ou toute personne ici, c'est que nous avons tous eu à un moment de notre vie cette personne qui nous a fait avoir ce déclic. Je prends l'exemple pour moi rapidement, c'est vrai que le moi est haïssable, mais je ne peux que parler de ce que je connais et de ce que je suis. Lorsque je vais à l'API, l'Agence de promotion de l'innovation et de l'industrie, je viens de créer l'association, j'ai des étudiants étrangers qui ont besoin d'une formation en entrepreneuriat. J'ai 0 dinar, ils veulent une formation et j'ai rien pour donner. Je vais dans son bureau et je lui demande, s'il vous plaît, est-ce que ces étudiants étrangers peuvent avoir accès à cette formation, bien qu'étant pas tunisiens? À ce moment-là, il me dit oui, je continue mon projet, je continue tout. Il me dit non, j'arrête tout. Et il m'a dit oui. C'est à travers ce oui que tout a basculé. Et c'est ça aujourd'hui. Au-delà, et d'ailleurs même l'éducation aujourd'hui a dû être obligée de commencer à mettre des paliers. Aujourd'hui, on parle de système LMD. Donc, pour faire un master, il faut avoir une moyenne. Donc, même aujourd'hui, l'éducation qui avait pour ambition de permettre à tous de pouvoir apporter sa pierre au changement, n'en est plus vecteur. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut remplacer? Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est diviser les responsabilités. Ce n'est plus donner uniquement à l'éducation, à la science ou autre ce devoir de changement, mais c'est aussi à l'art, c'est aussi à l'université, c'est aussi à l'entrepreneuriat social, c'est aussi au monde des affaires, c'est aussi aux hommes, aux femmes, quel que soit leur rang social, la possibilité d'apporter du changement. Et je pense que quand on parle d'humanité, le monde, il n'est pas parfait. Il n'est pas question pour nous ici de se dire qu'au sorti d'ici, on va proposer un monde parfait. Non. Pour moi, la réponse que je veux proposer aujourd'hui, c'est que nous devons faire de notre société une société qui garde cette main tendue. Cette main tendue vers le migrant. Cette main tendue vers la femme. Cette main tendue vers cette personne qui ne s'est pas encore construite et qui cherche demain quel est son avenir. C'est ça. Merci. Je tremble quand je l'entends parler de bureaucratie, quand on sait les problèmes de racisme. Je ne parle pas que de la Tunisie, mais cette petite lueur d'espoir de ce monsieur, un simple oui qui a changé ta vie, puis celle de tous ceux que tu aides au quotidien. Yemen, toi aussi, à propos d'espoir,
tu dis « l'espoir est toujours permis ». Tu cites même Albert Jacquard, « l'espoir n'est pas un luxe de l'esprit, c'est une nécessité ». Et je pense que au-delà de tous les fléaux qui touchaient déjà l'humain, cette pandémie a été une sorte de coup de grâce. Mais l'espoir, en plus moi je m'appelle ML, ça veut dire espoir, donc j'y crois, quoi. Oui, très honnêtement, il faut pas voir les choses d'un prisme dichotomique où on va mettre le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il faut se dire que chaque chose qui arrive a son lot d'inconvénients et son lot d'avantages aussi, et qu'il faut savoir apprendre des leçons que la vie nous offre. Et moi, j'ai un grand espoir en l'humanité parce qu'on est dans un moment de grand danger et que on s'invente jamais mieux que dos au mur, que quand on est acculé, que quand on est réellement obligé à faire en sorte que les choses changent. Alors, si on prend certains indicateurs, on va peut-être trouver que le monde va mal ou que la situation s'empire. Mais si on en prend d'autres, on peut voir que la situation a plutôt tendance à s'améliorer. Quand on voit, par exemple, que la mortalité infantile dans le monde recule malgré tout, même dans les pays les moins développés, que il y a de plus en plus l'accès à l'électricité, à des choses comme ça. On peut voir de l'espoir et on peut se dire qu'on a de la chance d'être au bord de la rupture, d'un point de vue climatique, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue, et c'est ce qui va nous permettre de nous réinventer, de voir en l'autre un partenaire, parce qu'en fait, on peut pas faire les choses les uns sans les autres. Et là, par exemple, on l'a vu dans cette crise sanitaire, c'est que il faut que tout le monde, entre guillemets, porte un masque pour que ça puisse marcher. Il faut que tout le monde fasse les mêmes efforts dans le même sens pour pouvoir contenir les épidémies. Sauf que c'est le premier exemple vraiment fulgurant de on est tous égaux partout dans le monde. Et on est tous, on gagnerait tous à plus collaborer plutôt que être en compétition les uns avec les autres. Et le grand défaut, moi, je trouve à l'école que j'ai connu, c'est en fait de faire en sorte que les gens soient en compétition, les élèves en compétition les uns. Et j'ai fait les écoles préparatoires en France où, par exemple, quand on rate un cours, on peut pas le réclamer à quelqu'un d'autre parce que il faut que l'autre ait un avantage compétitif sur moi et il faut qu'il arrive. Alors qu'en fait, c'est lui et moi qui vont faire part de la société de demain. Et il n'a pas de sens à ce qu'il soit meilleur que moi, mais il faut qu'on soit tous les deux bons pour qu'on puisse bosser ensemble. Et il faut qu'on axe plus l'éducation et nos relations sur la collaboration et pas faire en sorte que les actions émanent du bon vouloir, mais il faut qu'on comprenne que la collaboration est essentielle. Et toutes les sociétés qui ont mis en œuvre ça dans la nature, que ce soit les fourmis, que ce soit les abeilles, elles sont un modèle en fait de longévité et d'inclusion. Donc voilà, il faut finir avec ces mythes de compétitivité, de croissance, et il faut se dire que il faut augmenter notre tendance à collaborer, surtout à l'école, l'apprendre dès le plus jeune âge, encourager les travaux de groupe au lieu de faire les travaux individuels. Aujourd'hui, les travaux de groupe sont beaucoup moins répandus. Quand les professeurs ils en donnent, ils sont pas forcément suffisamment valorisés. Il y en a un qui travaille pour tous les autres, et donc c'est vraiment, il faut mettre l'accent dessus, moi je trouve. En tout cas, pour changer la vision qu'on a de l'autre. C'est en faire en sorte que ce soit un partenaire et pas forcément un adversaire. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je me suis amusée à noter les définitions de humanité. Il y en a plusieurs et tu parlais c'était quoi le mot exactement? C'était pas la bienveillance, tu parlais de l'empathie. L'empathie. Alors moi, j'ai sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Donc, on est vraiment plein dedans et c'est ce qui est censé caractériser l'humain. Alors, je reviens vers vous, professeur Cassé. Je voudrais quand même qu'on projette les images de l'exposition qui a inspiré ce cycle qu'est l'humanité pour demain d'Abdoulaye Diallo, dont vous êtes
commissaire, enfin le spécialiste. Je voudrais également offrir cette table ronde à la mémoire de Marie-Soleil Frère, qui est l'épouse d'Étienne Mungo, qui devait être avec nous. C'est une belle âme qui s'est envolée, une âme qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Donc vraiment, je lui dédie cette jolie table ronde et je vous donne la parole pendant qu'on découvre l'œuvre de Monsieur Diallo. Je voudrais dire quelques mots avant qu'on projette les œuvres d'Abdoulaye Diallo, pour rebondir un peu sur un ensemble de considérations qui ont été dites ici, qui sont très justes, fort justes les unes et les autres. Mais je voudrais inviter à plus d'analyse, plus de profondeur dans ce qui fait bouger les sociétés d'aujourd'hui et ce qui hypothèque la réponse à la question quelle humanité pour demain. J'ai lu il y a quelques années de cela un très beau livre, un entretien entre Jacques Derrida et Jürgen Habermas à la suite des événements du 11 septembre. Et il était question de déconstruire des discours et de déconstruire le système à partir duquel le 11 septembre a pu avoir lieu. Et tout à l'heure, en vous écoutant, j'avais envie de vous entendre parler d'un concept qui est très important, qui est l'utopie. Nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas envisager une humanité sans une utopie au sens premier du terme. Non pas le rêve qui est absolument difficile à réaliser, mais c'est la projection dans le possible. Or, sans cette projection dans le possible, il n'y a pas d'humanité. Jusqu'à présent, l'humanité a fonctionné depuis l'Homo sapiens, sapiens sapiens, jusqu'à l'avènement de la société industrielle et de la possibilité que la science et la technologie offraient à l'humain pour nous retrouver dans des impasses. N'oubliez quand même pas que l'humanité a connu des guerres terribles qui ont embrasé pratiquement le monde entier. On a parlé de l'Holocauste, on a parlé de génocide. Tout ça au nom de ce qu'on appelle le Dieu profit. Parce que sans le profit, on a beau faire toutes les analyses qu'on veut sur le racisme, l'antisémitisme et tutti quanti, on ne peut pas faire litière du système qui a vu naître cela. Donc nous avons besoin d'utopie. Nous avons besoin de déconstruire un discours qui est celui qui est ambiant, parce que nous sommes passés de la multiplication des possibilités immenses des forces productives, matérielles et humaines, à la destruction de ces mêmes forces productives pour essayer de les remplacer par autre chose. Je pense ici à Charlie Chaplin et les temps modernes. Comment l'homme est devenu une machine. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le jeune japonais ait pour compagnon de jeu un robot? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un robot puisse avoir la nationalité au détriment de migrants qui ne peuvent pas avoir accès à la nationalité? Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faudrait revoir pour que ce que nous proposons dans l'exposition d'Abdoulaye Diallo, quelle humanité pour demain, puisse trouver un répondant dans une forme d'utopie à la Thomas More qui dit qu'il est possible de faire advenir une société d'égalité, une société d'empathie, une société de justice sociale qui reposerait sur deux piliers fondamentaux. C'est d'une part l'éducation et d'autre part la santé. Vous savez, dans beaucoup de pays du monde, les gens se battent pour que ces deux piliers-là puissent avoir rempli effectivement les fonctions qui leur étaient dévolues au départ. Si nous n'avions pas l'éducation, la science, la recherche, la possibilité de sauver l'humain à partir des avancées de la science qui va servir la médecine et la santé, aujourd'hui, on ne pourrait même pas parler. Je l'ai dit tantôt, on aurait pu trouver l'antidote, on aurait pu trouver le vaccin plus tôt, mais je veux dire que c'est la science malgré tout, et en définitive, qui sert un petit peu d'aiguillon pour plus de savoir vivre ensemble, de pouvoir profiter de ce que l'esprit humain est capable de créer, parce que là, dans cette pandémie, nous avons noté une chose importante. Tous les arts, je dis bien tous les arts, se sont intéressés à la pandémie
pour essayer de montrer du doigt les impasses dans lesquelles nous nous trouvions et pour nous projeter dans un avenir totalement différent qui fasse de l'humain un être humain, une humanité digne d'être vécue par l'homme et non plus une humanité de machine. Voilà ce que je voulais dire en avant-propos de la projection. Alors, Safouine, si on peut avoir les images, s'il te plaît. Le mot de la fin, monsieur, je vais refaire un tour de table. Je ne sais pas si Samy est toujours avec nous. Paul, finalement, c'est vrai que les propos de Yem d'un monde où tout est possible, mais bon, lui, il se donne 10 000 ans. Toi, c'est un peu plus urgent, je pense. Dans Sfax, aujourd'hui, demain, avec tous ces jeunes que tu essayes d'aider, sache d'abord que je suis très flattée et très heureuse de rencontrer un jeune comme toi. Moi, ça m'a donné plein d'espoir. Qu'est-ce qui pourrait t'aider aujourd'hui, concrètement, à faire que ces lendemains soient plus joyeux et que cette humanité soit plus belle? Bon, je vais parler de la population que j'accompagne principalement, qui sont des jeunes étudiants migrants d'origine subsaharienne, qui viennent étudier en Tunisie, et beaucoup parmi eux ont un parcours de 5 à 7 ans d'études. 5 à 7 ans, c'est beaucoup d'années. C'est l'année où je suis arrivé, j'avais 23 ans en Tunisie. J'en ai 28 aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai eu la chance, moi, par rapport à d'autres, de m'être engagé socialement, d'avoir été sauvé par la société civile, très sincèrement. Mais d'autres personnes n'ont pas eu cette opportunité-là. Et pour eux, je souhaite, et certainement pour nous, c'est que les problématiques liées à la migration et aux migrants ne soient plus un tabou. Ce n'est pas de la faute des jeunes Africains de vouloir découvrir leur continent. Moi, je dis malheureusement, on nous a légué des États soviétiques. Il est plus facile, quand on parle aujourd'hui d'Erasmus ou de déplacements universitaires, c'est plus aisé pour les autres, mais ça ne l'est pas pour nous. Au sein même de l'Afrique. Oui, au sein de l'Afrique. Il est plus facile de faire Paris-Londres. Dakar ou Ouagadougou. Parlons même Tunis, Alger. Aussi, par la route. Il y a un vrai problème qu'il faut résoudre dans notre continent. Et quand on parle d'utopie, je suis totalement d'accord. Mais pour qui et par qui? Porté par qui? Il faut qu'on redonne espoir à notre jeunesse. Vous avez eu des exemples, Bourguiba ou autres. Mais nous, aujourd'hui, qui regardons-nous? Quand on regarde la télé, on parle de nos présidents en tant que dictateurs et autres. Il est temps que on nous donne aussi de l'espoir et qu'on nous permette aussi, nous les jeunes, de réaliser des choses. Et moi je le dis très sincèrement, hein, j'ai dû arrêter mes études pour mettre sur pied ce projet. Sincèrement. Mon père n'était pas d'accord avec moi. Mais à travers ce projet, j'ai permis à un jeune déjà d'avoir accès au Startup Act à travers un projet de drone pour livrer des vaccins dans des zones rurales non disponibles par la voie routière. À un autre aussi de créer une plateforme de e-commerce. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a des choses à faire en Afrique. Donnez-nous, à la jeunesse, les moyens d'engager ces combats, de les réaliser. Aujourd'hui, il est plus facile, excusez-moi de le dire et d'être cru là-dessus, pour un jeune d'être djihadiste ou de faire du vandalisme que de s'engager socialement. Parce que socialement, on ne nous donne pas ni la légitimité, ni les moyens de réaliser ce qu'on souhaite. Moi, j'ai eu la chance, et Dieu merci, d'avoir pu avoir l'accompagnement du laboratoire de l'économie sociale et solidaire, le financement de l'IFT, pour mettre sur pied ce mini-projet. Mais la migration, elle n'est pas née aujourd'hui. Et elle ne va pas mourir demain. Elle n'est pas née aujourd'hui. Il y a eu des institutions qu'on connaît tous, internationales, onusiennes, qui traitent ces questions de la migration.
Mais ce projet que nous avons mis en place, il n'avait pas été mis en place avant nous. Ça prouve que nous avons notre place. Nous pouvons faire des choses. Et tout ce que nous demandons, parce que je parle au nom de ma communauté, c'est qu'on nous donne les moyens de le réaliser et on a beaucoup de choses à faire. Et sincèrement, et je pense que si on nous donne les moyens de faire cela, on parlera, moi je suis très confiant pour la Tunisie et je pense qu'on parlera de la Tunisie comme modèle demain, très sincèrement. J'espère. On parlera de vous aussi, Paul. Pour suivre ce que fait Paul, n'hésitez pas à vous connecter sur Facebook, c'est Koufamia, sa page. Je reviens vers Samy pour un bref petit mot de fin. Samy, à toi la parole. Oui, Amel, encore une fois, merci pour cette invitation. J'insiste encore une fois sur ce que je disais, ce que la question de l'humanité devrait se travailler sur plusieurs disciplines. Converger des efforts, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau scientifique ou au niveau de la politique. Et évidemment, que des projets effectivement soient accompagnés par des sociétés civiles, par les politiques, évidemment. Donc, je veux dire, pour le cas du Congo, cela fait bientôt plus de 20 ans qu'il y a la guerre qui se vit à l'est du Congo, où on compte plus de milliers de morts, plus de millions de morts. Il y a encore l'ambassadeur italien qui a été abattu il n'y a pas très longtemps, qui a été assassiné, parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément d'agenda politique derrière, mais qui cherchaient plutôt une espèce de rançon de ce piège. Mais c'est parce que cette zone, ça fait plus de 20 ans, c'est plus d'une vingtaine d'années, c'est une zone de guerre. Et en même temps, c'est une zone où on extrait du coltan qui sert à la fabrication de téléphones que nous avons. Et le Congo, c'est un peu ce scandale-là, hein, depuis Léopold, ou alors la bombe atomique ou l'uranium qui a servi à la bombe atomique vient du Congo et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'est jamais fait, il n'y a jamais d'industrie de transformation au niveau local. Ça n'existe pas. Et à partir de là, se créent aussi des inégalités dans les rapports entre le Nord et le Sud. Donc, je pense qu'il peut y avoir toute une liste de choses à citer pour pouvoir parler à la fois d'égalité et parler effectivement d'humanité. Et je pense que c'est un agenda que nous devons tous prendre au sérieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Samy. Samy Balogi, je vous invite également, en espérant un jour voir ses œuvres à Tunis, d'aller découvrir son travail. Merci d'avoir joué le jeu, Samy, et à très bientôt. Merci. Monsieur, à très bientôt. Salut. Monsieur Kassé, le mot de la fin, puis on finira par Yémen. Voilà, si on peut avoir les images de Monsieur Diallo en même temps. Rebondir peut-être sur une question qu'il a posée. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'humanité a toujours fonctionné avec la migration. C'est un phénomène qui est à la base de l'humanité. Si nous sommes d'accord que l'homme est venu de l'Afrique, la première migration a commencé par ça. On a beau faire et dire, on ne peut pas arrêter la migration. Maintenant, il faut qu'elle soit organisée parce que l'homme est appelé à bouger. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. On n'y peut pas grand-chose, malgré toutes les politiques qui sont mises en place pour le stopper, le phénomène, mais il va se perpétuer, sans aucun doute. Là, nous avons notre ami Abdoulaye Diallo, que nous avons appelé le berger de l'île de Ngor. Il faut se rendre compte que ce monsieur nous vient du domaine des sciences. C'est un ingénieur en télécommunication à la base. Et ça, ce sont des hommages qu'il a rendus à des personnalités. Et ça, cette œuvre est une œuvre qui était dédiée à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Alors, je propose, professeur Kassé, on fera défiler le temps que le groupe s'installe. Donc, à la fin de la table ronde, on laissera les œuvres. Vous aurez
tout le temps de les découvrir. Je voudrais votre mot à vous sur cette discussion. Alors, mon mot sur la discussion, c'est que elle a été très riche, très intéressante et de différents points de vue. La question fondamentale que nous avons posée, quelle humanité pour demain, a énormément de répondants. Mais ces répondants, nous trouverons véritablement une application concrète que quand l'humanité aura pris enfin conscience que nous sommes un et que cette humanité, en principe, est indivisible. Et tant que la loi du profit marchera, nous n'aurons pas de cesse de continuer à nous battre pour que cette humanité soit une. Parce que ce qui touche aujourd'hui, et c'est ça que la pandémie a révélé, nous sommes réveillés un beau matin et c'est le monde entier qui a été sous la menace de cette pandémie et de ses ravages. Donc, je crois que quelle humanité pour demain, c'est de nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes et à réfléchir vers l'autre et à trouver la symbiose nécessaire pour la cohabitation pacifique des différences. Et là, j'emprunte encore à Derrida, non pas différence au sens traditionnel de l'écriture de différence, mais la différence avec un A. Ma différence, c'est ce qui me complète, ce qui m'enrichit, et c'est ce qui fait de moi mon alter ego en réfléchissant dans le miroir ce que moi je dois être et ce que je dois devenir. Et tant que nous n'aurons pas atteint cela, je pense que nous ne cesserons pas de nous battre et nous ne baisserons pas les bras non plus pour essayer d'arriver à une humanité beaucoup plus humaine. Ce n'est pas une redondance gratuite, ce n'est pas un jeu de mots non plus, c'est que l'humain doit redevenir un humain et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, professeur. Yémen, je termine par toi. Ça va être difficile d'être le dernier à parler, mais moi, je prends le risque. Alors, qu'est-ce que ce thème-là aussi m'a inspiré quand on parle d'humanité? En fait, la langue française a cette particularité de désigner l'homme au sens large par être humain, l'être humain. En fait, on ne dit pas d'un chat que c'est un être chat. On ne dit pas d'un chien que c'est un être chien. Mais l'être humain, on dit que c'est un être humain parce qu'en fait, derrière ça, il y a une volonté de l'être à ce qu'il devienne justement humain. Donc, on voit bien que c'est une condition qui est précaire, qui est fragile et qu'il faut vouloir être humain pour le devenir. Et c'est un choix de tous les instants. C'est-à-dire, on n'est pas un être humain tout le temps, mais quand on a conscience qu'il y a derrière ça une volonté pour s'affirmer en tant qu'humain dans ce monde-là. Donc, cette humanité n'est pas gagnée, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas parce qu'on est des bipèdes qu'on est des êtres humains, mais il faut gagner son humanité à chaque instant et jusqu'à ce que cette évolution fasse son œuvre et que fasse advenir les surhommes que nous allons peut-être devenir. Eh ben, à l'instant présent, il faut se souvenir que être humain est un combat de chaque instant et que on est à l'épreuve à chaque instant et on a la possibilité de faire des choix qui nous rendent meilleurs et qui nous mettent sur les rails de l'humanité. Voilà. Mille merci, messieurs, vraiment. Merci, c'était passionnant. Ce serait inhumain de rater les concerts d'Aliou Nouad Trio qui commence dans 10 minutes. Donc, il y aura Aliou Nouad chant, basse et guitare, accompagné de Nenad Gagine à la guitare, Inor Sotolongo de Cuba aux percussions, avec des invités de marque, Imed Alibi et Nidal Yahyaoui. Restez là, ça va être un vrai plaisir. Merci, vous avez été un public très assidu et très sage. Quel bonheur, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.